On évoquait la République démocratique du Congo avec ce rapport d'une ONG britannique qui accuse les autorités d'encourager tacitement et activement la torture comme une arme politique. Alors Chris, on s'interrogeait sur justement le passé colonial qui pouvait justifier ce genre d'actes. Absolument, la charge historique est là, on ne peut pas l'ignorer, et le Congo est héritier d'une situation trouble qui date de l'époque du colonialisme, même un peu avant de l'époque de l'esclavage, où c'est toujours la violence, pas la violence qu'on contraint, les gens on achetait, etc. Le Congo n'a connu que la violence. Et puis c'est pas le Congo seul quand même, hein, presque dans tous les pays africains qui ont subi de la colonisation, il y a cet héritage-là. Maintenant, passer cette esquisse de la charge historique, il y a aussi le fait même, le fait politique qui voudrait que lorsque vous n'arrivez pas à tenir un pays par les institutions, par la démocratie, vous le tenez par la force. Vous êtes pas, cela, c'est bien connu dans les grands livres, Machiavel, etc. C'est bien écrit noir sur blanc que, ben voilà, la dictature peut servir à quelque chose lorsqu'on n'a pas les arguments démographiques pour tenir un pays, et cela se pratique un peu partout. Et puis d'ailleurs, les conseillers que nous avons généralement de l'Occident qui lui-même a été un espace où pendant longtemps on a brimé les gens, qui a brimé ses profits, etc. au XVIIe siècle, jusqu'au XVIIe siècle. Quand vous lisez les livres comme Assommoir, etc., Émile Zola, tout ça, ça a été une Europe où l'Europe mangeait ses propres fils, pratiquement dans les mines, etc. Et puis c'est cela qu'on a réédité en Afrique, et cette violence-là nous a accompagnés jusque-là. On n'a pas appris autre chose. On n'a pas appris la démocratie chez les Blancs, on n'a pas appris les droits de l'homme, parce que nous-mêmes, on a été conditionnés par un certain nombre de réalités. C'est comme si vous éduquez votre enfant dans la violence, il va reproduire quoi d'autre si ce n'est dans la violence, parce que c'est de cette façon-là que vous l'avez éduqué, il intègre la chose et il ne reproduit que cela crée un cercle vicieux. Maintenant, de quelle façon ce cercle-là peut être brisé? La question est là, parce qu'un jour, il faut que l'Africain se prenne en charge et dise que ben voilà, ça s'arrête comme ça. Pour le moment, nous sommes dans la caricature de ce que le blanc nous avait enseigné. Il nous avait maintenu dans la violence, nous avait gouverné par la violence. Nous n'avaient pas. Maintenant, la démocratie, c'est un produit que nous avons connu très tardivement et que nous essayons de mettre en marche. Mais les réminiscences de ce passé-là continuent de survivre dans les habitudes, et même dans les habitudes au niveau même de ceux qui gouvernent l'État principalement. Henri, ça veut dire que les élections à venir comme gage d'une ouverture démocratique selon l'heure? Ça va être compliqué, parce que la personne qui prendra les rênes du Congo va devoir se faire violence. En tout cas, s'il veut sortir le Congo de ce cycle infernal de violence, de non-participation de l'État aux réels problèmes sociaux, il veut sortir le Congo de la prédation d'un certain nombre de pays, d'un certain nombre de multinationales. Il va falloir vraiment que ce soit quelqu'un de solide, quelqu'un de conviction, et quelqu'un qui se fasse violence en termes de gouvernance. Et je n'ai pas la sensation, quand je vois les hommes politiques congolais actuels, qui sont dans cette optique-là. Parce qu'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que l'Afrique avait des richesses. Elle avait un système de gouvernance, elle avait, on va dire, un modèle qui intégrait des familles, qui intégrait des clans, qui intégrait des notables, qui faisait que chacun pouvait, de manière participative, intégrer le système de gestion de son peuple. Le blanc est venu casser ces structures-là, et maintenant nous sommes actuellement le fruit d'un certain conditionnement, que ce soit par le biais de l'école, par le biais, il y a ce qu'on appelle le soft power, la télé, les médias. Tout à l'heure vous avez parlé d'organismes internationaux. C'est étonnant, on n'a pas d'organismes internationaux africains qui va nous expliquer ce qui se passe en France en termes d'abus, alors qu'il y a effectivement des abus. Nous n'avons pas de clochards, nous, ici, par exemple, dans les rues. Nous avons parfois des gens... SDF. On n'en a pas de SDF. Nos SDF, on va dire, sont différents. Et avec moi, par exemple, il y a un exemple que je dis, si vous me le permettez, c'est une anecdote. Je dis, mais on a encore dans Lomé,
le grand cœur de vendeuses qui verront un sans-abri et un fou et lui donneront un plat, quelque chose à manger. Et vous ne verrez pas ça en Europe. Et pourtant, c'est des systèmes, des exemples que l'on nous vend. Donc, tout cela, c'est un peu ça le défi du politique africain. C'est qu'on va avoir des hommes politiques congolais qui vont plancher sur un Congo dans une perspective d'exploitation via les multinationales en pensant que cela va résorber un tant soit peu quelques problèmes. Et pire, actuellement, on a des politiques qui sont rentrés quand même dans le creuset un peu vicieux qui veut qu'après tout, quel que soit le développement, c'est normal qu'il y ait des pauvres et c'est normal qu'il y ait des riches. Bon, l'Afrique, c'est vrai qu'en Afrique, vous aviez des gens qui sont propriétaires terriens, qui ont plus de terres l'un que l'autre, mais vous aviez un système assez horizontal qui faisait que le paysan ne va pas embêter le potier, le chasseur sait qu'il doit respecter le pêcheur doit respecter le bokono, même si, je sais pas moi, le roi a des champs, voilà quoi, le notable, voilà, il y a quand même un système de respect, le respect de l'aîné, le respect de la femme, et tout cela a été brisé pour des modèles qui ne sont pas les nôtres, et nous les répliquons, que ce soit dans l'éducation, que ce soit au niveau de nos politiques, que ce soit même au niveau de notre conception du développement. Je vais m'arrêter sur un exemple assez disons, quelque chose qui me marque, c'est que quand vous voyez par exemple les anciens plans des villes africaines et tout ça, vous avez par exemple des latrines. Vous avez une cuisine séparée, vous avez des latrines. Les gens, ils ne construisaient pas des villes comme Kong et les gens sortaient de la ville pour aller dans les champs pour dire qu'ils vont faire des toilettes. Non, il y avait une structure, il y avait des villes, actuellement, quand par exemple vous voulez faire des latrines, on est obligé de faire des appels internationaux. On va avoir, je sais pas, tel groupe qui va venir, on dit bon, ok, d'accord, bon, on a remarqué qu'il y a 10 villages africains qui n'ont pas de latrines. Bon, donnez-leur, on va leur donner des WC, aide 2 millions par WC. Et pourquoi? Tout simplement parce que, à un moment, oui, par le système de l'éducation, par 4 siècles de traite, un siècle de colonisation, la néocolonisation qui continue, à un moment, oui, la population a intégré le fait que, pour faire ceci, normalement, je sais comment faire des briques en terre, faire ma maison en terre, elle peut être spacieuse, elle peut être belle, mais comme je n'ai pas l'aide d'eux, voilà, il faut que j'ai l'aide d'eux. D'accord. Voilà quoi. Donc, on va passer au second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo en passe de prendre le contrôle du Front populaire ivoirien. Encore, la question se pose en Côte d'Ivoire depuis le décès de Abdourahmane Sangaré, 71 ans, proche du président Laurent Gbagbo, décédé samedi à Abidjan. Il est décédé des suites d'une courte maladie, a annoncé Frank Anderson Kwasi, le secrétaire national de la communication du Front populaire ivoirien, présenté comme le gardien du temple. M. Sangaré dirigeait la faction dissidente du FPI qui avait élu en août dernier Laurent Gbagbo, jugé donc pour crime contre l'humanité à La Haye. Alors, docteur Iou, d'abord, on sait que Sangaré, c'était un peu l'incarnation de la continuité de Gbagbo et l'aile dure même du FPI. Oui, c'est l'aile dure du FPI, donc et on lui faisait confiance pour gérer le pays en absence du pays, le FPI. En l'absence de monsieur et de madame. Donc, Gbagbo, l'un étant à La Haye, l'autre était dans une prison. Maintenant que, malheureusement, il vient de rendre l'âme, c'est Gbagbo qui, apparemment, représente ce qu'on peut appeler l'espoir. Et comme elle est une battante, je pense qu'elle peut représenter quand même un espoir pour ce pays. Et je ne sais pas si les dispositions judiciaires peuvent lui permettre d'être candidat à la présidentielle, mais si elle prend au moins la tête du parti, ils peuvent, d'ici aux élections, quand même arriver à sortir quelque chose de... Bon. Alors, des décès comme ça, c'est quand même très triste pour le FPI. Et on ne sait pas, 71 ans, c'est pas un âge très avancé. Bon, ensuite d'une courte maladie, est-ce que les gens ont fait des supputations? Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être... on l'a aidé à mourir ou pas, je ne sais pas. Mais, même si c'est une mort naturelle, je crois que les militants du parti ont intérêt quand même à faire confiance à Mme Gbagbo, qui a quand même une aura et qui
Et je l'espère de toute façon que son mari sera sorti de prison. Dès que son mari sort de prison, je crois que la voie sera grandement ouverte. On va assister à un beau match de football entre Ouattara et Soro et le clan Gbagbo et le clan de notre ami le vieux Bédié. Ouais. Donc vous aurez quatre grands groupes qui vont s'affronter. On ne sait pas s'il y aura en tout cas pour le moment, c'est au niveau du Front populaire ivoirien. Chris, depuis la sortie de Simone Gbagbo, tout le monde avait quand même compris que face à elle, Sangaré ne faisait pas le poids à la tête du parti. Donc, oui, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même réagir un tout petit peu à propos de ce que le docteur venait de dire. Qui dit que non seulement cela, mais c'est triste que celui-là meure à cet âge-là. 114 ans, on peut mourir. 71 ans, on peut mourir. Même à 50 ans. Le docteur se compare. Il a 72 ans. Il croit que peut-être dans 2 ans, je ne sais pas, on peut mourir à n'importe quel âge. Et puis, nul n'est irremplaçable. On a beau être talentueux. Il faut qu'en Afrique, on arrive quand même à intégrer cette culture-là, on arrive à intégrer cette culture-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas irremplaçable. Il faut que c'est comme il y a un feu de brousse, et les animaux de la forêt vont trouver de l'herbe grasse. Il faut que, vous voyez, les feux de brousse servent aussi à quelque chose. C'est comme quand l'homme meurt, il faut que ça permette de faire émerger d'autres personnes. Ceci étant, je crois que la question n'est pas de savoir sur la personne même de Madame Gbagbo, de Simone Gbagbo, mais de savoir si, avec son mari en prison, elle peut se présenter aux élections prochaines. Je crois que c'est en ces termes que les préoccupations sont faites jusqu'ici. Parce que, en fait, c'est ce qui a provoqué le schisme dans le parti. Parce qu'il y a l'autre, une faction qui dit qu'il faut quand même continuer de faire vivre le parti à travers les élections, et l'autre parti qui dit que non, tant que Gbagbo n'est pas rentré au pays, il faut placer Gbagbo au centre des préoccupations de ce parti-là. Je crois que ça a été là les deux tendances. Maintenant que Simone Gbagbo est libéré et que Sangaré n'est plus, la question qui se pose, c'est peut-être qu'il va y avoir transfert. Les gens vont voir peut-être à Madame Gbagbo, tout simplement Gbagbo, en se disant que c'est elle qui porte le mieux l'espoir de ceux qui soutiennent Gbagbo. Madame Gbagbo, c'est peut-être égal tout simplement à Gbagbo, et avec elle renaît le FPI, ce FPI-là qui va prendre maintenant toute sa position dans l'échiquier politique, sur l'échiquier politique ivoirien. Je crois qu'il y a une analyse quand même qu'on peut faire à ce niveau, que les donnes risquent d'être changées dans les jours ou semaines qui viennent, parce que avec Gbagbo, c'est la femme d'un leader, du président qui est détenu, et que par un transfert de sentiments, on peut tout simplement dire que est-ce que Madame Gbagbo n'est pas tout simplement Monsieur Gbagbo, et à travers celle-là, le FPI peut maintenant commencer à se positionner comme un parti qui veut aller aux élections, qui veut prendre le pouvoir, qui veut gérer le pouvoir, et peut-être à partir de ce moment-là, faire se battre en tant qu'État pour le retour de Gbagbo au bercail. Ce que ne fait pas forcément le régime actuel du président Ouattara. 30 secondes pour ajouter que les stratèges du FPI sont très très perplexes, parce que on ne sait pas le coup que Ouattara peut présenter, parce que est-ce que le casier judiciaire de Mme Gbagbo peut lui permettre d'être candidat? Il a été amnistié. Oui, ça, il faut que les juristes nous disent. L'amnistie efface tout. En principe, mais on attend, est-ce qu'ils ne vont pas sortir encore une condamnation qui va être bidon? À condition que Ouattara peut-être
trouve en Madame Gbagbo une Non, ils ont une alternative quand même, mais il y a des gens quand même. Je ne crois pas qu'en ce moment, il s'est bien entouré avec le reflux des PDCI, des indépendants qui vont regagner le rang. Je crois que cela tonifie un peu le bord. De toute façon, c'est un parti qui est quand même qui est bien placé pour avancer. Alors aujourd'hui, tout le monde sait aussi que du vivant de Sangaré, il aurait été difficile pour Simone de prendre les rênes du parti parce que Sangaré, lui, c'est un pro-Laurent Gbagbo convaincu. On ne sait pas trop si elle est pro-Simone. Maintenant, aujourd'hui qu'il n'est pas là, le boulevard est dégagé. Bon, mais déjà, est-ce qu'il y aurait eu Laurent sans Simone? Quand on voit le parcours de l'homme et de son épouse, ça aurait été difficile, je pense, qu'il y ait Laurent Gbagbo sans son épouse. Maintenant, ceci étant dit, on va voir un peu si tous les membres, disons la totalité des participants, disons des partisans du FPI fédèrent autour de la personne de Simone Gbagbo. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le FPI n'est pas un parti oufouettiste. C'est pas un parti oufouettiste. C'est le parti d'opposition de base, de la contestation à Oufoué. Le FPI, c'était même vertement opposé à Oufoué-de-Boigny, justement. Et justement, je pense que c'est intéressant pour le paysage politique ivoirien parce que, grosso modo, on fabriquait une pseudo-opposition avec Conan Bédié. On était rentré dans une politique ivoirienne où on avait le PDCI contre le RDR, comme si ce sont des entités antagonistes, alors qu'elles sont du même creuset. Ce sont des oufouettistes qui, grosso modo, se disputent un leadership. Donc, en réalité, la Côte d'Ivoire n'était plus dans un processus où on a réellement deux entités qui ont des visions diamétralement opposées. Et justement, on a un peu ce chemin dans beaucoup de pays d'Afrique où, grosso modo, on a des pseudo-opposants issus du même lit. Là, c'est intéressant parce que c'est le FPI issu de Gbagbo et les oufouettistes. Maintenant, ceci étant dit, moi, je pense que le défi de la Côte d'Ivoire, c'est de finaliser, alors encore faut-il qu'il soit amorcé, le processus de réconciliation. Et ce processus de réconciliation ne peut se faire que s'il y a tous les acteurs qui ont participé à la crise, c'est-à-dire Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo, Conan Bédié et Ouattara. Il faut que... Et Soro, et Guillaume Soro. Et il faut que ces acteurs-là puissent, comment dirais-je, vider l'abcès de son pu afin que puissent émerger au sein de leurs groupes respectifs de nouvelles pousses, de nouveaux leaders, de nouvelles personnes capables de se présenter. Parce que ce sont des personnes qui ont un passif lourd. Donc, à chaque fois qu'elles se représentent, elles transportent avec elles leur passif, le ressentiment qui s'ensuit et les charges pénales internationales qui peuvent leur tomber dessus. Donc, ce qui serait intéressant, c'est, quand on prend le RDR, quels sont les dauphins potentiels? Quand on prend le parti de Bédié, le PDCI, mais quels sont les dauphins potentiels? Ça serait quand même... on ne peut pas parler, par exemple, de ce qui s'est passé avec Biya, et puis mettre un marqueur sur d'éventuelles prétentions de Bédié pour se présenter. Simone Gbagbo, certes, est un leader charismatique de l'opposition ivoirienne, mais il serait intéressant qu'elle puisse proposer de nouvelles fibres. Il y a des pays, ça se fait, elle a ses filles, mais moi, c'est pas ce que je recommande. Mais je pense qu'au sein de son parti, il doit avoir des jeunes hommes, des jeunes femmes capables de reprendre le flambeau. Donc, ce qui serait intéressant dans les prochaines élections, avant les prochaines échéances, c'est d'avoir ces leaders-là qui puissent permettre à la Côte d'Ivoire de faire sa réconciliation et son deuil, de pouvoir aplanir les litiges et de pouvoir proposer, que ces groupes puissent proposer au peuple ivoirien une nouvelle élite, de nouveaux politiques avec des projets concrets, avec des perceptions concrètes et qu'on puisse passer à autre chose. Alors justement, Chris, quand on suit peut-être un peu la logique de Horus, ça veut dire, même si Simone reprend les rênes, c'est les mêmes forces qui sont en présence, les mêmes idées qui se sont toujours affrontées par le passé. Absolument, il parle du passif, c'est intéressant, mais seulement ce que je voudrais ajouter, c'est que en politique, on n'a jamais le temps de préparer, surtout en Afrique, de préparer... Oui, parfois même en Europe aussi, ça peut...
se voit dans certains pays, c'est qu'en politique, généralement, on n'a pas... Le temps réel n'est pas égal au temps virtuel. C'est qu'on n'a pas eu le temps de préparer les gens pour sa succession, etc. Peut-être parce que souvent, on ne le veut pas. Quand vous prenez les pays africains, c'est comme ça. Alors qu'en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas arriver avant qu'on aille aux élections en 2020 et susciter de jeunes leaders parce que le temps est très court et il reste peut-être un an et demi. Ça ne permet pas de faire émerger des gens à poigne capables de faire face à l'adversaire. Parce que si vous voyez, quand vous voyez par exemple du FPI en face, les mastodontes qui sont là, on les connaît, qui sont des vieux crocodiles. Et on ne peut pas opposer à ces gens-là des jeunes, quoique talentueux, aussi talentueux qu'ils soient. C'est un peu, parce qu'il faut que donner le temps au temps, comme Mitterrand le dit, pour permettre à la jeune génération. Je crois que l'idéal, c'est ce qu'il a décrit, mais je crois que le réel est là et constitue une chaise de telle sorte que en Côte d'Ivoire, nous avons toujours les mêmes personnes. C'est peut-être avec dans la violence que finalement Charles Blé Goudé et depuis 90, ce sont les mêmes acteurs. Ce sont les mêmes acteurs. Et ceux qui sont venus s'ajouter, par exemple, à Ouattara, à Kona Bédié, non pas Soro, c'est seulement Soro et Bédié qui ont pu prendre le devant de la chose. Et il y a aussi certains couteaux, second couteau, mais qui n'ont pas, qui ne s'imposent pas au Bakayoko, etc., qui ont du mal à exister vis-à-vis des gens aussi bien implantés. Mais cette imposition a dû se faire dans la violence. Absolument. Vous savez que la Côte d'Ivoire a connu cette époque-là où c'est ceux qui ont les armes qui ont pu s'imposer. Et les mêmes personnes sont toujours là et ont toujours les mêmes forces. Parce qu'il faut se dire quand même que les armes circulent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'on a découvert quelques caches qu'il faut se dire que ben voilà, la page est tournée et que la Côte d'Ivoire est pacifiée. Parce que vous savez que maintenant, si ce n'est pas parce que Guillaume Soro a dû faire profil bas, parce qu'il s'est dit que ben il est peut-être à la dérive s'il ne se ressaisissait pas. Parce que face à un vieux crocodile comme Ouattara, il a dû faire amende honorable pour se régénérer, parce que c'est un repli stratégique pour mieux revenir. Vous avez constaté lors de des dernières élections, il a quand même tenté d'exister à travers les indépendants, pour dire que ben voilà, il constitue une force réelle avec laquelle quand même il faut compter. Et quand il y a ces gens-là qui sont très présents, qui impriment leur marque au quotidien à la politique, il est difficile qu'on fasse naître, parce que ça ne va pas être de la génération spontanée. Non, c'est que en fait, si tu permets, en fait, la génération qui aurait dû être la nouvelle, justement, c'est la génération de Soro, qui était de la FESI. Voilà. Donc, en fait, mettons que si le processus s'était passé dans la paix, les deux politiques majeures qu'on aurait dû voir s'affronter lors des élections auraient dû être Soro et Blé Goudé. Voilà, mais malheureusement, voilà. L'eau de casserole. Voilà, Blé Goudé à la CPI. Donc, du coup, cette génération qui aurait dû reprendre le flambeau de façon politique n'est plus, a été viciée par le contentieux des aînés. Et maintenant, on se retrouve avec... Il y a plein de dauphins, en fait. On se retrouve avec... donc, si demain, Simone Babo prend le pouvoir, est-ce que la Côte d'Ivoire sera en paix? Si Bédié reprend le pouvoir après l'avoir eu, est-ce que... Est-ce que vous pensez qu'avec Simone Babo, c'est une... Enfin, ce sera le même FPI ou c'est une nouvelle manière de faire? Ça va être difficile pour qu'ils changent de stratégie, parce que ils ont finalement il n'y aura pas de mue dans le... Oui, justement, parce que quand même il y a eu 3000 morts quand même en crise post. Et on accuse les deux camps, le camp Soro, le camp Babo, le Ouattara, et ça va être très très difficile. C'est dommage, si les élections avaient lieu dans plus de 2-3 ans, comme il dit, on aurait pu avoir une sorte de refonte de cette classe politique. Mais maintenant, quand vous prenez RDR,
il y a des casseroles, Soro, vous avez des casseroles, Gbagbo et sa femme, vous avez des casseroles. Bédier, bon. Il y a un an et demi, à peine un an et demi, je ne sais pas comment ça va se faire. D'accord. Il faut prier pour... En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la Côte d'Ivoire, il y a toujours du nouveau, hein, c'est pas statique. On aura de quoi faire, meubler l'émission ici. On marque la pause.